Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo On va commencer par une histoire abracadabrantesque, comme on a la coutume maintenant d'en voir assez régulièrement. Vous en avez vu, vous en avez entendu parler, il y a aujourd'hui en France des individus, alors français, étrangers, on s'en fout, qui considèrent que le mariage, c'est l'occasion de faire la fête, mais pas seulement. Faire la fête, pour eux, c'est aussi jouer les troubles-fêtes, foutre le bordel, emmerder les autres, donc c'est s'arrêter sur l'autoroute, c'est faire des rodéos sur de la place publique. On a vu cette vidéo récemment de ce couple avec une poussette qui s'est retrouvée tout d'un coup encerclée par des connards sur la place, je crois, de Seine-Saint-Denis ou de Saint-Denis. Force est de constater qu'en effet, même si les autorités font le nécessaire pour essayer de trouver les contrevenants qui très souvent d'ailleurs sont identifiés, très souvent sont condamnés, à des amendes, mais ils s'en branlent. Pourquoi ils s'en branlent? Parce que généralement, c'est ce genre d'individu qui a toujours des liens plus ou moins étroits avec des gens qui arrivent à se faire entre 1500 et 2000 euros net par jour, hors taxe. Hors taxe net, enfin, vous me comprenez. Et il se trouve que par rapport à ces phénomènes, vu qu'on n'est pas capable à un moment donné de mettre de haut là, la municipalité de Poissy a décidé de mettre en place une sorte de contrat de telle manière à ce que désormais les gens qui décident de se marier dans la commune de Poissy vont devoir faire un engagement avec une caution de 1000 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'absurdité de la chose. C'est-à-dire que non seulement désormais les gens qui vont vouloir se marier à Poissy vont devoir donner une caution de 1000 euros. Alors on sait, normalement, la caution, on fait un chèque de 1000 euros, on vous donne le chèque, puis si jamais il se passe quelque chose, eh bien, hop, les 1000 euros sont encaissés. Sauf que vous savez aussi bien que moi que ça ne se passe pas comme ça. C'est que la caution que vous donnez, en réalité, elle est encaissée. Donc vous êtes déjà de 1000 euros en dehors sur votre compte. Même si on vous dit, mais si tout se passe bien, ne vous inquiétez pas, on vous redonnera votre caution. Oui. Attention, c'est de l'administration, hein. C'est pas... c'est un mandat ou un truc comme ça qui ont à 60 jours fin de mois, vous voyez. Vous pouvez toujours attendre pour les récupérer. Vous allez les récupérer, oui, mais c'est l'administration. Donc, tout est machin. On ne peut pas vous faire un chèque comme ça, c'est pas possible. Enfin bon, bref. Mais c'est pas là tellement le problème. Le problème, c'est que le mariage, devant la mairie, c'est une institution. Ça veut dire que des personnes qui n'ont pas forcément le sou, qui vivent parfois de façon précaire, eh bien finalement ne pourront pas se marier à Poissy parce qu'on leur demandera une caution de 1000 euros. Mais plus loin que cela. C'est un aveu. C'est un aveu de dire on n'est pas foutu de résoudre le problème, donc qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va punir. Mais on va punir tout le monde. C'est-à-dire que sur les réseaux sociaux, dans les médias, dans les journaux télévisés, etc., vous avez les gens qui vous disent oui, pour une minorité d'indigents, de connards, bah on va être obligé de prendre des mesures, mais des mesures discriminatoires, parce que ça va être en réalité tout le monde qui va être logé à la même enseigne. Sauf que dans tout le monde, il n'y a pas des gens qui ont peut-être 1000 euros à foutre sur un chèque pour une caution pour permettre de marier leur fille ou leur fils. Enfin, c'est révélateur finalement de ce que je vous dis depuis maintenant quelques années. C'est de la déliquescence
affirmer, assumer d'être incapable de punir les véritables responsables. Seulement voilà, évidemment, vous et moi, nous savons de qui on parle. Nous savons ceux qui sont concernés par ce problème. Mais évidemment, ce sont des gens qui font partie, comment dire, d'une communauté, même s'ils sont français, mais là l'indivisibilité et l'égalité du citoyen français n'existe plus puisqu'on leur reconnaît un statut d'appartenir à une communauté. C'est un électorat. Et du fait que c'est un électorat, il ne faut pas trop y toucher. Donc, au lieu d'attaquer le problème à la source, à la racine, vous savez, c'est comme quand on veut soigner un cancer, on n'attend pas le dernier moment, on commence à traiter maintenant. Et ben non, encore une fois de plus, en fait, on détourne, on contourne le problème pour prendre une petite mesure de merde qui va toucher tout le monde, qui va entraver des gens qui n'ont pas forcément les moyens de sortir 1000 € pour une caution. Et en réalité, on ne résoudra jamais le problème. Pourquoi ? Parce que les 1000 €, même si les familles qui vont marier leurs gamins seront tenues comme responsables du bordel qu'ils ont foutu dans l'après-midi sur les boulevards, sur les places publiques, etc., de toute façon, il y aura toujours le neveu qui filera 1000 € en espèces. Et le problème ne sera toujours pas résolu. C'est vraiment le bordel. Parlons maintenant de ce qui s'est passé ces derniers jours. On a vu passer une information comme quoi ça commençait un petit peu à se chercher des poux au nord du Kosovo. Alors, je rappelle, le Kosovo, c'est ce petit pays que la communauté internationale a plus ou moins créé pour résoudre un certain nombre de problèmes ethnico-religieux communautaires dans ce que l'on appelait encore à mon époque, quand j'étais jeune, la Yougoslavie. Sauf que le problème, c'est que ces partitions ont généré encore plus de problèmes, dans ce sens où on a incrémenté dans des frontières des terres qui sont revendiquées par le voisin, en l'occurrence ici la Serbie. Or, là, il se trouve qu'il y a eu un petit amicroche au nord du Kosovo avec son voisin serbe. Et tout de suite, ça a remué un petit peu et on a vu passer l'information comme quoi Moscou soutenait son partenaire serbe. En effet, la Russie est un partenaire et assez étroit, pourrons-nous dire presque culturel, avec la Serbie. Parce que la Serbie et la Russie partagent quand même un certain idéal qui est la fierté nationale. Et il se trouve que, assez étrangement, cette amicroche, ce petit conflit intervient au moment où, il y a quelques jours, c'est le président Osmani et le premier ministre Kurti du Kosovo qui ont accueilli le secrétaire d'État des États-Unis, États-Unis d'ailleurs, qui est venu féliciter le dialogue serbo-kosovar et apprécie également l'hospitalité du Kosovo à l'encontre de certains ressortissants afghans. Non content de raffermir également les relations et le soutien des États-Unis d'Amérique envers ce petit pays qu'est le Kosovo, qui n'existerait pas d'ailleurs si les États-Unis n'étaient pas intervenus en temps et en heure pour légitimer sa création et soutenir la création de ce petit État indépendant. Chose étrange. Chose étrange que ces coïncidences parfois s'accumulent. Allons-nous voir de nouveau un conflit naître dans cette région qu'on a réussi à calmer, pacifier après une guerre qu'on appelle la guerre de l'ex-Yougoslavie, entre les Serbes, les Croates, les Bosniaques, les musulmans, etc. Enfin, ça a été quand même un sacré bordel dans les années 90.
Mais les tensions n'en sont pas retombées pour autant entre ces différents pays, même si les autorités font des efforts pour améliorer la situation. Il n'en est pas moins que ce sont des pays qui possèdent au sein de leur population des communautés, enfin pas des communautés, mais des groupes de personnes, pouvons-nous dire, nationalistes, et qui par conséquent, de par leur existence, mettent toujours en évidence le fait que la pacification de cette région, c'est pas pour demain. Qui plus est, si la situation économique et sociale s'aggrave dans le giron européen, que ce soit l'Union européenne ou d'autres pays qui ne sont pas dans l'Union, force est de constater que c'est toujours une situation où à un moment donné, c'est assez propice pour voir monter les populismes, les nationalismes, bref, je pense qu'il n'est pas nécessaire de refaire un historique sur les raisons parfois de ces montées idéologiques lors de confrontations à des situations de crise majeures qui touchent tous les pans de la société et tous les secteurs même de ces mêmes sociétés. Donc, c'est quand même intéressant de se rendre compte que finalement, à chaque fois que les Américains rendent visite à un endroit de façon pas forcément avec une raison valable, une sorte de tournée des popotes, comme on dit, comme par hasard, il se passe quelque chose qui n'est pas anodin par la suite. Et force est de constater qu'il y a aussi un autre endroit de ce monde où là aussi, ça se titille. Cette petite affaire, petite, peut-être un pléonasme, c'est la visite de Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants aux États-Unis, qui fait, elle, sa petite tournée des popotes en Asie. Je rappelle que Pelosi est la troisième personnalité dans la structure, dans le système américain, après le président et le vice-président. Si le président et le vice-président disparaissent, c'est la présidente de la Chambre des représentants qui prendrait alors la succession du pouvoir de façon temporaire des États-Unis d'Amérique. Donc c'est quand même une personnalité, une stature non négligeable. Or, il a été annoncé qu'elle allait faire sa petite tournée des popotes en Asie. Et on s'est laissé entendre, alors ça n'a jamais été confirmé, qu'elle aurait pu visiter les Taïwanais. Sauf que, au moment où la Chine a su que Pelosi allait faire sa petite tournée des popotes, eh bien la Chine a tout de suite prévenu en disant attention, si jamais Pelosi met le pied en Taïwan, nous considérons que ce serait une provocation. Alors évidemment, soyons cohérents, soyons raisonnables. Taïwan est une contrée indépendante, souveraine, donc elle a le droit d'accueillir qui elle veut, sans que la Chine ait son mot à dire. Alors en effet, ça c'est notre perception de la situation. Mais force est de constater que quand on dit perception, c'est pas forcément la même pour tout le monde. Parce que la Chine, elle considère que Taïwan fait partie de la Chine. Je rappelle, pour ceux qui peut-être auraient oublié, les Taïwanais sont des Chinois. Sauf que ce sont des Chinois qui, lors de la chute du Kuomintang au profit des communistes, du Parti communiste chinois, lorsque la Chine est devenue la Chine populaire, eh bien, tous les partisans du Kuomintang se sont réfugiés sur cette île de Taïwan et ont forgé, construit leur propre pays, leur propre entité. Donc en réalité, les Taïwanais sont bien des Chinois, mais des Chinois qui sont régis depuis l'origine de la création de Taïwan en tant qu'État souverain, partisan d'une idéologie, d'un parti politique, d'un courant politique qui s'est fait bouter tout simplement de Chine. Force est de constater que, évidemment, contre le communisme, les Taïwanais ont trouvé très rapidement, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, un allié de poids, un protectorat américain.
Et donc, de ce fait, même si Taïwan, au fur et à mesure, a quand même équipé son pays d'une armée, mais une armée qui, évidemment, est totalement ridicule en cas de conflit contre la Chine, a toujours besoin d'être sous protectorat américain. Le seul problème, c'est que, là encore, on est parfaitement conscient que la Chine voudrait et est motivée à cette ambition de vouloir récupérer Taïwan, de réintégrer Taïwan à l'empire communiste chinois. Bien évidemment, les Américains et l'Occident en général a prévenu, attention, pas touche. Pas touché en effet. Pas touché parce que la Chine, même si elle a renforcé son équipement, elle a renforcé son armée, c'est une armée qui est encore légèrement inférieure que celle puissante, stratégique, logistique américaine. Et que par conséquent, si la Chine devait envahir Taïwan, eh bien il faudrait qu'elle le fasse de façon extrêmement rapide. C'est-à-dire que son invasion ne devrait pas faire exactement comme ce qui se passe en Ukraine avec la Russie, c'est-à-dire que son invasion doit être totale en moins d'une semaine. Car une semaine, c'est le temps qu'il faudrait à l'institution américaine de décider de considérer une aide militaire à Taïwan. Sauf que le temps que l'administration, le temps que le système politique sur lequel l'autorité américaine ne peut pas surpasser, il sera trop tard. Donc c'est un jeu de dupes, c'est un pari risqué pour les Chinois. Mais les Chinois continuent à jouer le rôle de l'illusion, à jouer le rôle de la conviction, à jouer le rôle de la dissuasion concernant Taïwan. Et bon an mal an, évidemment, cela leur permet aussi de titiller la corde sensible, de titiller la sensibilité même de l'hégémonie américaine sur le Pacifique. Ça fait partie de leur stratégie de lutter contre l'hégémonie américaine tout court. Donc, là, actuellement, Pelosi donc, va faire son petit tour des popotes, et il semblerait que, en toute logique, en tant que partenaire, en tant que soutien aux partenaires taïwanais, que Pelosi aille à Taïwan. Or, si elle n'y va pas, eh bien là, il faudra se poser les bonnes questions. Parce que ça voudrait dire que, finalement, la Chine aura réussi à faire plier Washington face à une menace. Revenons en France avec cette petite guerre idéologique. Michel Onfray a fait un article, ou tout du moins a fait une sorte d'interview pour le JDD. Et dans cette interview, il mettait en parallèle, il mettait en évidence les relations parfois ambiguës, les relations parfois difficiles de mouvances de gauche, de mouvances communistes, mouvances extrême gauche par rapport à l'antisémitisme, en prenant quelques exemples. Or, évidemment, les représentants de l'extrême gauche, en particulier Corbière et Guérido, ainsi que Ruffin, mais aussi Caron, etc., se sont mis vent debout contre Onfray en lui reprochant dans son article de ne pas avoir fait la référence à la Shoah. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, l'article d'Onfray était plus ou moins à charge des mouvements de gauche et communistes sur leur ambiguïté à parfois avoir fait preuve d'antisémitisme ou d'avoir collaboré parfois avec des mouvements, des idéologies antisémites. Donc évidemment, le fait que aujourd'hui certains s'amusent à vouloir faire des parallèles avec l'histoire, le fait que Onfray fasse cet article en rappelant que ceux qui se prétendent, ceux qui s'affirment héritiers de certaines idéologies de ces époques, l'article tombe évidemment au mauvais moment où les insoumis ont décidé pour se valoriser de célébrer la mort de Jean Jaurès. Que cela ne tienne, évidemment, tout le monde commence à vouloir monter en température contre Onfray pour lui reprocher d'avoir finalement occulté un événement pourtant évident, qui saute aux yeux lorsqu'on parle d'antisémitisme. On se doit de faire référence toujours à la Shoah.
Sauf que ce n'est pas le propos d'Onfray. Le propos d'Onfray, c'est de mettre en évidence, de mettre pas en porte-à-faux, mais en confrontation certaines orientations de l'extrême gauche, et plus particulièrement des insoumis, par rapport à leur façon de traduire, à leur façon de récupérer l'histoire, à leur profit sur le point de vue idéologique. Alors que, sur le point de vue idéologique, si on fait un éventail de ce à quoi les insoumis font référence, eh bien, il y a certaines parts d'ombre. Or, quand on est logique, quand on est sensé, les parts d'ombre, on doit aussi en faire référence. Et justement jouer la carte de dire, attention, nous revendiquons les héritiers de certaines idéologies, de certaines pensées, mais nous n'en négligeons pas le fait que, en leur époque, en leur contexte, il y a certaines parts d'ombre dont nous prenons conscience et dont, bien évidemment, aujourd'hui, avec le recul, de par notre époque, de par nos idées, de par nos mentalités, nous condamnons. Sauf que malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que nous ne sommes plus du tout dans cette vision des choses. Nous sommes dans la généralité. On généralise. Ça rejoint un petit peu d'ailleurs ce que l'on voit médiatiquement vis-à-vis des Russes. Aujourd'hui, on dit que le Russe c'est le méchant. Le Russe est le fléau. Le Russe est le cancer de ce monde. Et on ne fait plus la dissociation entre Poutine, l'attaque en Ukraine et les Russes, à proprement parler. Eh bien, malheureusement, sur le plan politique et sur le plan idéologique en particulier, il se passe la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes confrontés à des personnalités politiques qui font de la généralisation. Et qui plus est, la plus grande généralisation auquel nous sommes confrontés, c'est qu'aujourd'hui, la moindre critique, le moindre constat, le moindre rappel factuel par rapport à ceux qui se prétendent d'un bord ou d'un autre, eh bien tout de suite, on sort les grands chevaux et on attaque en prétendant que ces propos sont nauséabonds, que ces propos sont injustes, que ces propos sont bien la démonstration que cette personnalité a des accointances avec l'extrême droite, qu'il est proche du fascisme, etc. Alors que quand on connaît le travail d'Onfray, Onfray justement est toujours très prudent de bien recontextualiser les idées, les principes et les valeurs pour justement bien que le lecteur comprenne les choses. Sauf que c'est là qui est très amusant, c'est finalement quand on lit l'article du JDD et quand on voit la réaction qu'ont des gens comme Corbière, Corbière qui est un enseignant d'histoire, donc eh bien on constate que Corbière met en avant le fait qu'il est prof d'histoire et que par conséquent il n'a pas de leçons à recevoir. Et qu'au contraire, son statut permettrait d'en donner. Sauf que le problème c'est que les leçons qu'il donne, eh bien lui aussi, il fait preuve d'une certaine malhonnêteté historique en usant et en utilisant des personnalités, des idées, des concepts qui servent évidemment son discours pour attaquer Onfray. Et évidemment écarter tous les mauvais côtés, écarter tous les aspects nauséabonds qui pourtant font partie de l'histoire, qui font guise de factuel sur des évolutions, sur des idéologies, sur des courants politiques. Donc Corbière, de par son affiliation aux Insoumis, se dit l'héritier. Sauf que, évidemment, quand on est en face de cela, quand vous avez un minimum de culture, un minimum de raisonnement, vous comprenez le ridicule de la situation. En revanche, quand on est confronté à des gens qui ne sont pas forcément très instruits, qui forgent leur opinion par rapport à ce qu'on leur dit, et qui plus est, on leur dit dans des médias mainstream, eh bien, force est de constater que malheureusement, des gens aujourd'hui vont être convaincus que Michel Onfray est un gars d'extrême droite. Alors qu'en réalité, ils n'ont jamais rien lu de Michel Onfray. C'est exactement le même problème quand vous avez des gens qui vous disent « Dieudonné est un antisémite » sans jamais avoir ni lu, ni écouté, ni regardé un de ses spectacles. Qui dénonce le sionisme est un fait. Mais est-ce que ça fait obligatoirement de Dieudonné un antisémite? Je ne suis pas sûr. Même si, encore une fois, dans l'idée de généralisation,
eh bien en France, on a essayé de créer des liens par l'intermédiaire de personnalités, de personnes reconnues, de personnes incontestables, que l'antisionisme, c'est une forme d'antisémitisme. Sauf que, évidemment, ça n'a strictement rien à voir. Même si ça touche la communauté juive, ça reste une communauté avec des courants différents, avec des idées différentes. Comme vous en avez dans la chrétienté, au niveau du catholicisme ou du protestantisme. Comme vous en avez dans les idéologies politiques. Vous pouvez vous tenir de gauche ou de droite. Sauf que suivant les courants que vous suivez, vous pouvez très bien être considéré comme un modéré ou un ultra. Sauf que là aussi, ça, dans l'esprit de certaines personnes, il faut absolument le balayer. Vous êtes obligatoirement soit de droite ou de gauche. Et qui plus est, si vous ne pliez pas à l'idéologie dominante de gauche et de droite, vous serez considéré d'extrême droite ou d'extrême gauche. C'est un peu le malheur d'ailleurs, je dirais, et peut-être que certains d'entre vous qui peut-être ont quitté les bancs de l'école récemment, peut-être me confirmeront la chose, si c'est toujours vrai. C'est que dans l'école de la République, si la volonté c'est de permettre à chacun d'accéder à la culture, d'accéder au savoir, d'accéder aux outils qui permettent d'accéder à l'échelle sociale, à la sociabilisation, à un métier, à une situation. Force est de constater qu'à mon époque, il fallait qu'on soit matheux ou littéraire. Or, si vous n'étiez ni l'un ni l'autre, eh bien malheureusement, j'ai bien l'impression qu'aujourd'hui, nous sommes en train de rentrer exactement dans ce processus discriminatoire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, après avoir pendant des décennies essayé d'implanter des principes et des valeurs que nous appelons plus communément l'idéologie dominante, mais qui en réalité est promue par une minorité, mais une minorité qui utilise des outils pour imposer leurs idées à la majorité, même si la majorité pense différemment, on vous fait croire que l'idée dominante minoritaire est en fait l'idée dominante majoritaire. Eh bien malheureusement, on fausse complètement les cartes. Et finalement, j'ai envie de dire, le fossé se creuse. Le fossé se creuse entre ces Français lucides, qui savent réfléchir, qui savent utiliser le libre arbitre, et qui savent reconnaître, tout en ayant des idéologies ou des convictions de gauche ou de droite, mais se rendre compte que finalement, il y a une telle déliquescence intellectuelle aujourd'hui, que malheureusement, il n'est plus possible aujourd'hui de discuter ni de débattre avec certaines personnes. Sauf que ces personnes, aujourd'hui, elles sont le mot de la société. Elles sont le mot de la société parce qu'elles ont les mêmes droits que vous. Le même droit de voter, le même droit de la liberté d'expression. Et force est de constater que l'idéologie dominante, lorsqu'elle s'allie à un certain principe, lorsqu'elle réussit à obtenir ce qu'elle veut, en ayant des accointances, des influences, voire même détenir le contrôle sur des institutions, eh bien, force est de constater que malheureusement, ceux qui ont l'esprit clair sont de plus en plus mis au banc de la société au profit des idiots utiles. Et force est de constater qu'avec ce petit conflit entre Onfray et les insoumis, eh bien, nous sommes exactement en face de ce problème. C'est que si d'un côté, ceux qui auront le courage de lire l'article et de constater d'eux-mêmes que Onfray ne fait pas d'erreur, mais qu'il exprime simplement des idées parfois factuelles. La liberté d'expression autorise Onfray d'écrire ce genre d'article, autorise Onfray de dire ce qu'il veut dire, et à libre choix de chacun de l'écouter, ou pas. Sauf qu'aujourd'hui, depuis de nombreuses années, on sent bien que s'accentue de plus en plus une sorte d'inquisition contre tout ce qui va à l'encontre du langage, de l'idée, de la politique officielle. Donc attendez-vous à l'avenir à ce que des querelles, des fausses polémiques soient construites pour essayer de vous convaincre
que telle ou telle personnalité, eh bien, il vous est interdit de les lire, voire de les écouter. Très rapidement, je reviens sur ce que je vous disais tout à l'heure, sur Pelosi, son petit voyage. Là, je viens d'avoir l'information. C'est Laurence Saïm, toujours celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est bien placée, puisque je rappelle que c'est une correspondante française, journaliste, qui est une des rares à avoir son entrée dans la fameuse press room de la Maison-Blanche. Eh bien, elle a réussi à avoir, par certains de ses liens et de ses connaissances, un meeting entre Nancy Pelosi et le président taïwanais Tsing Ing-wen est probable mercredi. Sauf qu'il n'y a pas de précision de savoir si c'est à Taïwan ou si c'est en terrain neutre, entre guillemets. Donc, là, on a bien confirmation que, finalement, Pelosi va bien avoir une rencontre quand même avec un représentant de Taïwan, ou tout du moins le représentant de Taïwan, ce qui, lorsqu'on a une représentante telle que Pelosi qui fait un tour des popotes en Asie, est logique. Donc, on va voir comment la Chine va réagir à cette information. Je vous dis là, c'est une information toute fraîche. Donc d'ici que la vidéo soit montée, diffusée, peut-être qu'il y aura d'autres informations que je vous mettrai ici ou entrecoupées entre les séquences de cette vidéo. Et enfin, je vais terminer avec ce qui s'est passé à Lingostier. Vous avez vu l'actualité, l'intervention de Darmanin, les polémiques autour de tout cela, etc. Là, une information qui vient de tomber, SOS Médecins a décidé de se retirer de certains quartiers de l'agglomération lyonnaise. Alors ce quartier de Lingostier, je le connais, j'y suis passé une fois avec un de mes anciens collègues et amis. Je précise, mon ami est d'origine marocaine, et que physiquement, il a vraiment le physique maghrébin. Nous étions à Lyon pour une formation et nous avons profité évidemment de cette ville et de ses restaurants. Et nous nous sommes baladés et nous sommes tombés par hasard, sans vraiment trop le savoir, dans ce quartier des Lingostiers. Eh bien, je vous dirais sincèrement que mon ami, à un moment donné, m'a dit « Non, non, on fait demi-tour. Ça sent pas bon. » Est-ce que c'est nouveau ? Non, ça n'est pas nous. Je pense que le problème va empirer. La situation, elle va empirer, pourquoi ? Parce que, on le sait, aujourd'hui, toutes les grandes villes, toutes les grandes agglomérations ont toutes leurs quartiers que lorsque vous êtes natif de ces villes ou quand vous y vivez depuis de nombreuses années, vous ne pouvez pas passer à côté de la réputation de certaines de ces localités, certains de ces quartiers, comme on les appelle. On sait ce qui s'est développé, on sait ce qui y vit, on sait ce qui s'y commerce. Personnellement, je viens de la ville de Rouen et je peux vous dire que Rouen, qui est dans une cuvette avec la Seine, vous avez ce qu'on appelle les plateaux, et sur ces plateaux, vous en avez certains qui sont connus de bonne réputation. Alors attention, ça ne veut pas dire que tout l'ensemble des quartiers de ces endroits sont infréquentables. Ce sont généralement des petits microcosmes dans ces quartiers. Alors, les Lingostiers, vous allez trouver des Lyonnais qui vivent aux Lingostiers et qui vont dire « Ben non, nous, pas de problème. On sait qu'en effet, du côté de la rue, par là, faut éviter parce que, voilà, il y a une faune. Ils sont connus. Mais on vit avec. C'est habitué. On fait en sorte de ne pas passer par là. C'est comme Marseille. Marseille, mauvaise réputation, mais vous allez avoir des Marseillais qui vont vous dire, ben non, oui, en effet, dans tel endroit, c'est chaud, etc. Mais nous, on vit dans des petits quartiers cossus, bourgeois, et il n'y a pas de problème. Excepté que maintenant, c'est vrai, quand on va dans le centre-ville, il faut y aller à certaines heures, faut y aller le matin, par exemple. Par contre, en soirée, là, il faut faire attention. C'est le cas de Nantes. Nantes, apparemment, qui, de l'aveu même de Nantais, c'est vrai que le centre-ville de Nantes a considérablement périclité en matière de sécurité. Mais j'ai envie de dire, c'est quasiment un peu partout dans les grandes villes le même scénario.
C'est-à-dire qu'au moment où on a commencé à avoir des problèmes de sécurité, au moment où on a commencé à bien identifier la source des problèmes, on n'a rien fait. On a laissé faire. On a laissé faire pourquoi? Parce que là, ce que je vais vous dire évidemment, c'est, là on va aller vraiment dans le domaine où on va aller attaquer du lourd. C'est qu'on le sait, que la grande majorité des individus qui posent problème sont des individus issus de l'immigration. Ils sont français, oui. Mais français de quoi? De naissance, de papier. Est-ce que le fait que quelqu'un qui vit constamment dans une famille avec des traditions, des mœurs bien particulières, parfois contrairement à ce que la valeur même de la société française inculque à ses enfants, à ses citoyens, comment voulez-vous que les enfants, quand ils grandissent, quels sont les modèles qu'ils vont prendre? Est-ce qu'ils vont se dire, tout compte fait, le modèle français de citoyen, du respect de la loi, etc., c'est bien... Non. Ils vont prendre les valeurs et les principes de ce qu'ils ont vécu, de ce dans quoi ils ont grandi. Sauf que ce que je vous explique là, c'est pas quelque chose qui se passe depuis 10 ans. Non. Ça se passe depuis 40 ans, 50 ans. Donc aujourd'hui, on est en face d'individus, ces mêmes individus qui sont les enfants d'individus qui, à mon époque, les fameux grands frères, tels qu'on les appelait, disaient, oui, il y a des jeunes adolescents aujourd'hui, ça va, on arrive à les restructurer, etc. Mais ceux qui arrivent derrière, ceux-là, ça va être des sauvages. Sauf que ces sauvages, dont les fameux grands frères nous parlaient dans les années 90, aujourd'hui, ils ont la trentaine. Ils ont même parfois des enfants. Et ils sont pires. Donc si vous voulez, on va être très clair. La mesure qui est que on n'a rien fait, c'est tout simplement parce que derrière, il y a un clientélisme électoral. Alors évidemment, certains vont dire, oui, mais on les connaît, hein, c'est toujours les mêmes. C'est les Arabes, les Maghrébins, les Noirs. Oui, bien sûr. Sauf que le problème, c'est que ces individus, alors qu'on a appelé plus vulgairement dans les années 90 les jeunes de quartier, pour éviter justement de faire le dessin, la caricature de l'origine ethnique, dont d'ailleurs la France a au moins cette chance de ne pas faire de différenciation sur le plan ethnique et religieux. Sauf que le problème, c'est que dans la réalité de terrain, ça ne s'est pas véritablement confirmé. Alors, le problème, c'est qu'il y a aussi des éléments culturels. Des éléments culturels qui ont été inspirés, qui ont été repris beaucoup de la culture américaine. Culture américaine où là, le communautarisme est un des principes, une des valeurs fondamentales de la société américaine. Et de ce fait, ces mêmes valeurs fondamentales qui sont essentiellement d'origine anglo-saxonne, eh bien on a voulu tout simplement les mettre en place en France. D'où la raison pour laquelle Zemmour dit qu'on est passé d'un système d'assimilation à un système d'intégration. L'assimilation, c'est dire aux étrangers, vous avez le droit de venir en France, vous pouvez venir en France, mais sans renier vos origines, sans renier certaines de vos traditions. Les principes, les valeurs, les lois, les comportements dans la société française, c'est ça. Et pas autre chose. Et que si parmi vos valeurs, si parmi vos traditions, il y a des contradictions par rapport à ce que la France, à ce que c'est que d'être français, vous impose, et bien dans ce cas-là, envisagez de changer de pays. Allez dans un autre pays où vous pourrez appliquer vos traditions et vos valeurs, etc. On est passé de ce modèle-là à un modèle d'intégration. Où là, on a dit open bar. Venez en France, venez avec vos différences culturelles, etc. Et on va construire un melting pot à l'américaine. On va construire une société multiculturelle parce que le multiculturalisme, ça enrichit la civilisation. Ça, c'est ce que vous entendez encore aujourd'hui. Sauf que le problème, c'est que c'est pas vrai. C'est vrai à partir du moment où ce sont des différences culturelles, mais avec des racines communes. C'est le cas de ce que nous avons connu dans la plupart des pays européens, y compris la France, lorsque nous avons eu des flux migratoires intra-européens.
et même avec des pays comme la Russie. Pourquoi? Tout simplement parce que ce sont des pays forgés dans une histoire à racines communes, c'est-à-dire des racines judéo-chrétiennes. Tout comme si aux États-Unis il y a des problèmes d'immigration, je peux vous garantir que les problèmes d'immigration que nous avons aux États-Unis n'ont absolument rien à voir avec ce que vous connaissez en Europe et en France. Pourquoi? Tout simplement parce que, comme je vous l'avais déjà expliqué dans une vidéo, ici aux États-Unis, nous avons un problème d'immigration avec des hispaniques. Mais que ce soit des Américains de culture origine anglo-saxonne et des hispaniques de culture latine, nous avons néanmoins les mêmes racines chrétiennes. Même s'il y a des différences culturelles, ça n'en reste pas moins que ce sont des compatibilités qui s'arrangent. En revanche, en effet, après c'est une question de mœurs actuelles par rapport aux cultures sociétales, mais qui ne sont pas profondes, qui ne sont pas nuisibles en soi, si ce n'est attaquer la fierté des puristes. Mais d'une manière générale, la société américaine, quand on l'observe, il n'y a pas d'Américains de pure souche, car en réalité, tous les Américains ont des racines étrangères. Puisqu'en effet, ceux qui peuvent s'autoproclamer légitimement être ceux de racines américaines, ce sont les natifs, ce sont les Indiens d'Amérique, comme on les appelle plus vulgairement, ce sont les natifs également du Canada, ce sont également tous les natifs de tous les pays latins, hispaniques, dont d'ailleurs, je rappelle pour la petite histoire que dans certains pays, les relations entre les descendants espagnols et les descendants natifs sont parfois très compliquées, très conflictuelles. Si aux États-Unis, malheureusement, les natifs sont en train de disparaître, enfin, ils ne disparaissent pas physiquement, si vous voulez, mais il y a une assimilation qui est faite de la part des natifs américains dans la société américaine. J'avais déjà expliqué dans une vidéo cette petite anecdote personnelle que j'avais eue avec un de mes collègues qui était un descendant de Comanche, je crois, me souvenir, mais qui ne voulait plus du tout être considéré comme un descendant natif. Il se considérait comme un Américain. Point. Il ne voulait plus entendre parler de ces histoires de natifs, de racines, etc. Il reniait littéralement ses origines. Il voulait être considéré comme un Américain. Point. Voilà, c'est ça le procédé, si vous voulez. C'est pas comme on faisait dans le 19e siècle, où en effet, là, on débarquait, on massacrait tout le monde, et puis, non. Aujourd'hui, le génocide des natifs américains, nord-américains, se passe par l'assimilation, et non pas par la destruction, le massacre, comme on pourrait l'imaginer dans l'inconscient collectif. Malheureusement, ça c'est encore plus accentué dans certains pays hispaniques. Mais ça, c'est une autre histoire. Tout ça pour vous dire que l'émigration aux États-Unis a, je dirais, des problématiques qui n'ont rien à voir culturellement, ou très très peu, c'est très très insignifiant, c'est très marginal. Contrairement à l'Europe. Là, l'Europe, vous avez clairement des problèmes culturels. D'où la raison pour laquelle je dis que si on ne fait rien, si on ne remet pas un petit peu de discipline, de holà dans ces problèmes, on va droit au conflit civilisationnel. On va droit dans le conflit civilisationnel tout simplement parce que cet argument qui consiste à dire « Ah mais non, mais même s'ils ont des origines, ils sont français. Ils sont français, ils sont espagnols, ils sont suédois, ils sont britanniques, etc. » Oui, bien sûr. Sauf que le problème, c'est que si vous avez un musulman radical de deuxième, troisième, quatrième génération en Grande-Bretagne, culturellement, excusez-moi, on ne peut pas le considérer comme un Anglais. Je dis bien culturellement. Pas au niveau papier, pas au niveau nationalité. Au niveau nationalité, évidemment, ce sont des Anglais qui ont les mêmes droits, les mêmes devoirs que n'importe quel autre Anglais. Eh bien, c'est exactement la même chose en France. Toutes ces personnes qui sont nées, mais d'origine et de racines maghrébines, pour la plupart, noires africaines, pour un grand nombre, il y a un moment donné où il y a un choix à faire. C'est j'ai ma culture, la culture de mes racines, de mes ancêtres,
Mais il y a incompatibilité avec la vie en société, dans la société française, dans la société de la République. Donc dans ce cas-là, je retourne dans le pays où je peux pratiquer mes convictions religieuses, mes convictions traditionnelles, familiales, de comportement. Et comme ça, je ne serai plus emmerdé par les Français qui me rappellent qu'il y a égalité entre les hommes et les femmes, que la discrimination est interdite, que l'antisémitisme est punissible, que le racisme ne peut pas à un moment donné fonctionner que dans un sens, mais il doit aussi fonctionner dans l'autre quand il s'agit de le réprimer, que la femme a les droits civiques. Donc, enfin, on ne va pas refaire l'histoire, mais je pense qu'aujourd'hui, ces problèmes d'insécurité, ces problèmes de délinquance, de toute façon, on voit bien à qui ça a affaire. Sauf que, quand on est dans un pays qui pratique une idéologie qui consiste à vouloir militer sur l'absolue nécessité de vous faire accepter le multiculturalisme, évidemment, au moment donné, vous levez le doigt en disant « Oui, mais attendez, là, il y a un problème, parce qu'il y a quand même des gens, au niveau culturel, c'est pas compatible avec ce que la République, même à nous impose d'être, de nous comporter. » Mais quand on voit qu'en réalité, on ne fait rien, pourquoi ? Tout simplement parce que, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, ce sont des gens qui font partie de communautés, des communautés sur lesquelles des élus se reposent pour continuer à exister. Tout simplement parce qu'ils le savent. Ils savent que, pour vous, vous n'êtes plus dupes. Ils savent que vous les considérez comme des guignols, comme des marionnettes, comme des moins que rien, comme des incompétents. En revanche, quand on va aller chercher le communautarisme, alors quand je dis communautarisme au sens large du terme, c'est-à-dire aussi bien d'origine, de religion, mais aussi de genre. Je veux dire, les LGBT aussi. Surtout les LGBT. Parce que c'est quand même une communauté où il y a certains pouvoirs d'achat, certaines influences qui ne sont pas négligeables. Attention, ce que je dis là, c'est pas du tout péjoratif. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Mais quand on en arrive à avoir des élus, des politiciens qui maintenant se reportent essentiellement sur des fractions de la population française, parce qu'ils savent qu'ils n'ont plus aucune crédibilité sur la grande majorité des Français, que cette grande majorité aujourd'hui, on l'a mis dans un carquois de voter non plus pour, mais contre le parti de la haine, contre les partis fachos. Donc, comme je vous l'avais dit dans plusieurs reprises, dans plusieurs vidéos, le fait que l'on ne traite pas le problème à la racine démontre d'un côté que vous avez des gens dans les institutions qui ont des intérêts, mais en jouant avec eux, c'est aussi l'intérêt, à un moment donné, peut-être de pousser, peut-on dire le mot de guerre civile ? Au stade actuel, peut-être que le mot est un peu exagéré. Mais il n'est pas anodin, il n'est pas superflu, il n'est pas fantasque de considérer qu'à un moment donné, des Français vont se retrouver, se coordonner, se muer en groupe, en organisation, pour pallier au fait que la police ne peut pas faire son boulot parce qu'elle aussi subit la déliquescence, subit les pressions politiques, que la justice, elle aussi, est entre les mains parfois de gens qui jouent plus leurs cartes et leurs ambitions politiques que de faire réellement leur travail. Et que même quand ceux qui veulent faire leur travail, à un moment donné, se rendent compte qu'ils n'ont plus la logistique, ni les moyens, ni les outils, ni l'argent, ni les capacités de le faire dans de bonnes conditions, eh bien, peut-être que ces Français, un jour ou l'autre, pourraient commencer à décider de se dire, de faire des exemples. C'est-à-dire d'en descendre quelques-uns, tirer dans le tas, partir à la chasse,
faire du tir au pigeon. Et avoir évidemment un impact. Un impact qui, dans un premier temps, soulèverait évidemment toutes les associations, les groupes, etc., les mouvements antiracistes, etc., ferait pression sur les élus, ferait pression sur le gouvernement, etc. Même peut-être pousserait-on des manifestations qui finiraient en émeute. Ce qui serait pas très... qui serait d'ailleurs contre-productif. Sauf qu'à un moment donné, l'autorité, elle est obligée d'agir. Donc qu'est-ce qu'elle va faire, l'autorité? L'autorité, elle va en profiter pour mettre en place ce qu'elle rêve aujourd'hui de mettre en place. C'est-à-dire une forme de dictature sous le manteau de démocratie. Pondre une loi d'état d'urgence de sécurité nationale pour lutter contre l'insurrection, pour lutter contre des mouvements terroristes, pour lutter contre le fascisme et les extrêmes droites. Et évidemment, ces lois donneraient naissance à d'autres lois qui permettraient de censurer, d'arrêter, d'entraver toute forme de dissidence, toute forme d'opposition politique, qui parfois n'aurait même pas aucun lien d'ailleurs avec des idées d'extrême droite. Nous en avons peut-être déjà un exemple. Un exemple sur le fait que des décisions, des projets sont en cours pour justement essayer de vous mettre en servitude, pour que si jamais vous avez le malheur un jour de dire quelque chose qui ne rentre pas dans les clous de l'idéologie dominante, eh bien vous serez puni. Vous serez puni par le fait que si on globalise l'identité numérique, alors je rappelle, l'identité numérique, c'est la simplification et l'automatisation et la digitalisation de votre existence. Et quand je dis de votre existence, c'est-à-dire que moi, par exemple, je suis né en 70. En 70, mon papa m'a déclaré à la mairie. À la mairie, ils ont fait un document. Mon papa, il a le certificat de naissance, le livret de famille. Mais la mairie et l'administration, elles aussi, elles ont des copies, papier, physique. Mais en réalité, ils ne les ont plus. Pourquoi? Parce qu'ils ont été digitalisés. Et si demain je deviens dissident, et si demain l'autorité a décidé de me canceller, comme on reprend le terme bien usuel actuellement, eh bien elle pourrait tout simplement me faire disparaître en un simple clic. Elle pourrait faire en sorte que les banques me coupent l'accès à mes revenus, à mon argent. Elle pourrait faire en sorte que, à chaque fois que j'utiliserai mon identité numérique pour prendre le train, pour prendre le bus, pour acheter un billet, pour acheter de la nourriture, etc., ou accéder à certains endroits, ou même sortir du pays, eh bien je ne pourrai plus parce que je serai soi-disant inexistant, ou on m'aurait mis sur le dos des propos que je n'ai pas tenus, mais suffisants pour déclencher une enquête, qui suffisant pourrait donner un droit au juge de m'interpeller, de me mettre en prison préventive, de me mettre à l'ombre. Si vous avez vu le film Minority Report, qui est souvent d'ailleurs utilisé en référence, si dans le film c'est de la science-fiction, force est de constater qu'aujourd'hui, on est en train d'en prendre la direction. Je ne parle pas évidemment dans le scénario de ce film, de la prédiction de crimes. Je veux parler des technologies qui permettent d'identifier les individus. Et d'ailleurs, le personnage joué par Tom Cruise, à un moment donné, est la quintessence même de ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire un individu qui, à un moment donné, apprend ou est conscient ou détient une vérité qu'on ne veut pas qu'elle sorte, et bien tout d'un coup on va tout faire pour faire taire cette personne. Donc on va la discréditer, on va la faire disparaître, on va la faire passer pour ce qu'elle n'est pas. Dites-moi quelque part, est-ce que vous n'avez pas déjà des individus connus qui ont subi le même sort, d'être discriminés, d'être discrédités, parce qu'ils ont eu le malheur de dire quelque chose qu'il ne fallait pas dire? Je pense qu'on en a tous un exemple. Donc tout ça pour revenir
au fait que pour résoudre ces problèmes de délinquance, résoudre ces problèmes de sécurité, il faut une volonté politique. Sauf que cette volonté politique, on ne l'a pas. On ne l'a pas parce que on a tellement joué avec cette société multiculturelle, on a tellement joué sur les sensibilités contre le racisme, etc., que malheureusement aujourd'hui, eh bien, on est dans une impasse. Et qu'il n'y a actuellement aucun politicien qui aura le courage à un moment donné de mettre le poing sur la table, parce qu'il sait que s'il le fait, tout de suite, il va avoir une meute idéologique, une meute d'opposition contre lui. Ce n'est certainement pas quelqu'un comme Darmanin qui le fera. Darmanin ne fait que de la com, il ne fait pas de l'action. Comme Macron. Macron fait de la com, pas de l'action. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez pu voir certains reportages ou certains débats de certaines chaînes de télévision africaines francophones. Je peux vous dire que le père Macron, il se prend des noms d'oiseaux. Ça n'a pas piqué des hannetons. Donc, qu'est-ce qu'il vous reste ? Il vous reste tout simplement, quand vous allez dans un endroit, de savoir où vous allez. Que quand vous allez dans un endroit, c'est de savoir que maintenant, il va falloir éviter de vous balader avec des montres à 200 000 francs, avec des colliers en or, voire même avec une sacoche ou un sac à main. Oui, parce que vous comprenez, vous attirez la tentation, c'est vous les coupables. Vous êtes des aisés, vous êtes des privilégiés, eux sont des pauvres de petite nature, qui veulent accéder aux mêmes loisirs, aux mêmes plaisirs que vous, mais qui n'en ont pas les moyens, ou qui ne veulent pas s'en donner. Donc c'est tellement plus facile de prendre chez l'autre ce que l'on veut obtenir, ce que l'on veut posséder. Sauf que le problème, c'est que sur ce principe, on démolit complètement la valeur même de la société. Pour acquérir un bien, il faut le mériter. Pour le mériter, il faut gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, il faut travailler. Et pour travailler, il faut apprendre. Il faut écouter. Être enseigné. Être aidé. Et là-dessus, Dieu sait que la France est quand même un pays qui ne laisse pas ses citoyens sur le bord de la route. Qu'elle a quand même toutes les structures, les associations, les aides qui existent pour aider les gens à essayer de s'en sortir. Après, on ne parle pas évidemment des capacités intellectuelles, ou ça, c'est un autre problème. Mais on le sait. Et on le sait qu'à partir du moment où vous avez des gens qui, depuis de nombreuses années, vous disent « on ne me donne pas de boulot ». On ne me donne pas de boulot. Eh bien, ces gens-là, vous avez envie de leur dire « mais d'où t'as vu qu'on te donne du boulot ?» Non, on ne donne pas de boulot. On le cherche. Vous avez des entreprises qui offrent, qui ont des propositions de travail. Pour accéder à ces travails, accéder à des qualifications, à des formations, à des diplômes, à des certifications. Là aussi, on ne va pas dire qu'en France, c'est comme aux États-Unis, un truc ultra-libéral, où il faut aligner 10 000 ou 20 000 ou 50 000 dollars ou 70 000 dollars ou 150 000 dollars pour aller dans une université, pour apprendre un métier ou avoir un diplôme pour accéder. Non. En France, on a des outils, on a des possibilités, sauf qu'il faut travailler. Alors évidemment, vous allez me dire, oui, il y a l'injustice sociale, etc. Mais ça, c'est des problèmes structurels. On en a déjà débattu, on en a déjà parlé. Mais la vie n'est pas simple. Sauf que, malheureusement, il y a dans notre société des gens qui veulent tout de suite. Et quand je dis tout de suite, ce n'est pas uniquement ces personnes dont j'ai parlé tout à l'heure, ces jeunes issus d'immigration, des musulmans radicaux, ou je ne sais quoi d'autre, des dealers, etc. Vous savez, tout ce qu'on a souvent en tête. Non. Ça touche aussi des gens issus de bons milieux. Ça touche des gens parfois même de milieux bourgeois. La vie facile. Avoir tout sur un claquement de doigts. Et que lorsque le claquement de doigts ne fonctionne pas, c'est de l'injustice sociale.
Non, c'est pas de l'injustice sociale, c'est que au lieu de rester toute la journée sur ton PC, sur ton portable, au lieu de croire à la télé-réalité, qu'il suffit d'ouvrir un blog et d'être un influenceur en 2 temps 3 mouvements, alors qu'en réalité t'es pas bon dans ce que tu fais, que c'est nul, que c'est à chier. Non, c'est pas ta faute, c'est la faute au système. Le système ne te donne pas ta chance. Non, le système il peut te donner ta chance à partir du moment où tu bosses, à partir du moment où tu es conscient, à partir du moment où tu es sérieux, que tu es réaliste. Ça n'a rien à voir avec les idéologies politiques ou religieuses, non. Ça, c'est du domaine privé. Mais malheureusement, aujourd'hui, force est de constater que nous avons des gens qui, en effet, zonent, traînent, ne savent pas quoi faire de leur journée. Et que même quand ils sont interviewés ou qu'ils font l'objet de documentaires ou de reportages télé, finalement, on entend toujours les mêmes discours. C'est « je suis victime du racisme », la société ne m'a pas aidé, on ne me donne pas de boulot, on ne me donne pas ma chance. Ah oui, mais le problème, c'est que vous avez depuis des années des entreprises qui ont voulu donner votre chance, sauf que parce que vous êtes d'origine maghrébine ou parce que vous êtes d'origine noire africaine, est-ce que c'est cliché de dire que malheureusement parfois vous êtes plus sujet à des problèmes que le petit blanc français, même si le petit blanc français lui aussi le matin il se réveille pas, même il arrive tout le temps en retard, même il n'est pas sérieux, même je dirais que c'est un glandu, c'est un branleur, il y en a aussi. Sauf que malheureusement, quand vous êtes issu d'une certaine origine, d'une certaine communauté, force est de constater que malheureusement, le cliché n'est pas forcément que un cliché. Donc, ça aussi, ce que je vous dis là, si ça se trouve, si j'avais une chaîne où j'avais 10 000 abonnés, où je faisais 1 million de vues, mais tout de suite là, j'ai toutes les associations qui me tombent dessus. On m'accuserait de discrimination, on m'accuserait de racisme. Donc force est de constater que sur cette chaîne, nous sommes un petit comité et que peut-être certains d'entre vous savent de quoi je parle, savent faire la part des choses. Hein, comme je l'ai déjà dit dans des précédentes vidéos, je ne suis pas l'adepte de la généralité, mais force est de constater qu'il y a des réalités. Que malheureusement, sur 1000 jeunes d'origine maghrébine, si vous en avez 900 qui sont déterminés, qui sont engagés, qui sont sérieux, etc., ils vont subir la discrimination, ils vont subir le racisme à cause des 100 autres qui sont des merdeux, qui ont foutu le bordel et qui, par leur comportement, quel qu'il soit, a porté préjudice au reste, aux 900 autres de leur communauté, aux 900 autres de leur même racine. Et j'ai envie de dire que ce que je viens de vous expliquer là, c'est exactement la même chose qui est en train de se produire avec les Russes. C'est-à-dire qu'on focalise, le Russe est méchant, le Russe est le cancer. Mais malheureusement, vous allez toujours confronter avec des gens qui, à un moment donné, vont plonger la tête la première et prendre comme acquis ce que vous leur dites, et qui, dès qu'ils vont voir quelque chose de russe, vont dire « Ah, méchant russe. Ah, c'est mauvais. » Alors que non. Alors qu'il y a une diversité d'individus qui sont d'accord ou pas d'accord avec ce que certains pensent et d'autres pas. Qu'un maghrébin ou un noir africain d'origine française ou d'origine étrangère peut très bien apporter un enrichissement, une productivité à une entreprise aussi bien qu'un français de souche. Mais que malheureusement, il y a certains aspects culturels, traditionnels, de mœurs, dont eux-mêmes, leurs parents ou leurs grands-parents ont complètement abandonné ces principes pour s'occidentaliser. Attention, quand je dis occidentaliser, c'est sans renier non plus leurs origines, mais au moins s'adapter à la société, s'adapter à la culture, s'adapter à l'histoire, s'adapter à la mentalité d'une culture spécifique à un pays. Malheureusement, ce n'est pas le cas de certains autres qui, eux, en fait, apportent leur culture dans notre pays. C'est comme moi, par exemple, je suis de culture française. Il m'arrive parfois de ne pas être d'accord sur ce qui se passe aux États-Unis, sur le plan sociétal, culturel, idéologique, mais c'est mon opinion personnelle. Mais je me remets toujours dans le contexte en disant,
c'est comme ça que ça se passe ici. Et c'est pas à moi de leur donner des leçons. Je peux très bien ne pas être d'accord, mais acquiescer le fait que c'est comme ça, et il faut vivre avec. Après tout, de toute façon, que j'ai raison ou tort, si j'ai raison, c'est pas moi qui prendrai le coup des conséquences de certains principes et valeurs qu'il y a ici ou dans ce pays. À tort, si je suis pas content, je retourne en France. Vous voyez, non, mais je pense qu'il faut être raisonné, il faut être cohérent. Sauf que malheureusement, vous avez des gens qui inversement savent que dans leur pays, ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, mais que c'est tellement plus simple d'aller dans des pays occidentaux avec des libertés, des droits de l'homme, etc., où là, en effet, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Et quand je dis ce qu'ils veulent, c'est à la fois les libertés fondamentales, comme aussi n'importe quoi, comme aussi attaquer des gens, comme aussi leur voler leur montre, leur bracelet, parce que de toute façon, j'en ai rien à foutre et je vous emmerde. Et je fais ce que je veux. Et je suis bien content de le faire en France, parce que si je le faisais dans mon pays, là, par contre, là, si jamais je me fais choper, je risque de passer un très mauvais quart d'heure. Comme le disait d'ailleurs un de mes anciens camarades algériens, il me disait, c'est quand même dommage qu'en France, vous ayez un tel laisser-aller, alors que chez nous, en Algérie, le premier qui fait une connerie, tout est une question culturelle. Sauf que, encore une fois, les questions culturelles, on les modifie, on les change, on les contorsionne de telle manière à pouvoir coller à des idéologies plutôt qu'à la réalité. Sauf que quand la réalité commence à prendre des proportions discordantes avec la virtualité idéologique qu'on nous impose depuis des décennies, là, attention, danger. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'un jour, le sang va couler. Et à partir du moment où le sang va couler, les tensions vont augmenter. Et que si les tensions vont augmenter, même si on aura beau appliquer ça par la complicité médiatique à des actes racistes, il n'en sera pas moins que vous aurez beau tanner de mettre l'étiquette raciste à chaque fois qu'une personne d'origine maghrébine ou noire africaine se fait descendre par un petit Français blanc qu'on accuse d'être suprémaciste raciste, ça va pas coller, ça va pas fonctionner. Et déjà aux États-Unis, le problème des armes, le problème de cette fracture, quand je dis fracture, je suis gentil, je pourrais dire quasiment un canyon dans la société américaine. Les médias qui, dès qu'il y a un problème, foutent des étiquettes de suprémacistes blancs, foutent des étiquettes de trumpistes. On en a parlé avec le fameux 6 janvier 2020, on nous fait passer comme étant un coup d'État. Oui, bien sûr, oui, comme si un coup d'État, ça se faisait torse nu, avec un visage peinturluré et une tête de bison sur la tête. Non. Mais comme la société américaine est une société très infantilisée, aux États-Unis ça fonctionne. En revanche, quand vous avez un regard européen, lucide, vous vous rendez compte que c'est compliqué et très difficile d'essayer de tirer la tête de l'eau des Américains pour leur dire non mais attendez, soyez sérieux. Franchement. Je veux dire, soyons cohérents. Sauf que malheureusement, que ce soit aux États-Unis comme en France, la cohérence, ça s'acquiert, ça s'apprend. Or, si déjà dans le système éducatif, on commence à faire des boîtes à crétins, attention, pas toutes les écoles, hein. Il faut quand même conserver une proportion de gamins qu'on a destinés à être dans l'élite, destinés à être des serviteurs de l'élite. Mais pour le reste, nivellement vers le bas. Donc, ce qui s'est passé à Lingostier, ça s'est déjà passé ailleurs. Il y a encore des gens qui vont se faire trucider, qui vont se faire tuer, à coups de couteau, à coups de flingue. Il ne manquerait plus qu'on retrouve des flingues qu'on a envoyées en Ukraine. Oui, ça va continuer à monter. Donc la seule sécurité que vous pouvez avoir, c'est finalement soit de quitter les endroits où ça commence à sentir mauvais, ou soit de ne plus jamais y foutre les pieds.
En l'occurrence, les centres-villes, les centres-villes de certaines grandes villes françaises, les commerçants vont commencer à pleurer parce que ils vont se rendre compte qu'il y a de moins en moins de gens qui vont venir, parce que la sécurité n'est pas assurée. Parce que les flics, vous aurez beau en avoir 20 et en rajouter 20 de plus. La dissuasion, ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre de la dissuasion. Sur ce, le tableau est assez pessimiste. Mais il faut toujours croire qu'il peut y avoir de l'espoir. Portez-vous bien, et d'ici là qu'on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très bientôt.